Julien Messon est champion d'Europe de bodybuilding naturel. Il a coaché plusieurs centaines de personnes dans le monde de la prise de masse musculaire et l'hypertrophie. Et aujourd'hui, il va nous donner le guide, étape par étape, pour créer son programme d'hypertrophie, de prise de masse musculaire. Alors, l'étape 1, Julien. La première étape, c'est les objectifs. Donc, on va faire simple. Objectif daté, précis, mesurable. Je veux prendre de la masse, ok. Mais combien de kilos? Pour certains, prendre de la masse, ça va être je veux prendre 5 kilos. Pour d'autres, ils pensent prendre 20 kilos. Donc, il faut se dire combien de kilos je veux prendre. Ensuite, sur ces kilos, c'est combien de temps ça va me prendre. En sachant qu'il y a un rythme physiologique, il y a la nature et on ne peut pas se dire je vais prendre 10 kilos en un mois. Voilà, ça c'est vraiment le raccourci. Donc, objectif daté, précis, mesurable. Si par exemple, je me dis je veux prendre 5 kilos de plus, sur combien de temps je vais les prendre? Je vais avoir besoin de combien de temps? Souvent, on entend 1 kg par mois. C'est énorme. 1 kg par mois, 12 kg par an, tu fais ça 3 ans, tu as pris 36 kilos. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut être sur un rythme plutôt pondéré pour faire du muscle et non pas de la masse grasse. Parce qu'on dit prise de masse, mais pour moi, c'est plus de la prise de masse musculaire, on devrait spécifier. Donc, objectif daté, précis, mesurable. Et mesurable, ça va être la balance, mais il y aura aussi un bilan physique de départ. Et ne regarder que la balance et ne pas savoir si on a fait que du muscle ou que du gras. Donc, on peut corréler ça de façon simple avec, je pense, des mensurations. Je prends mon tour d'épaule, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse, tour de mollet, plus tour de bras. Et comme ça, je vais corréler la taille. C'est là où on va le plus se stocker. Donc, l'augmentation de mon tour de taille avec, par exemple, l'augmentation de mon tour de poitrine. Si je prends 2 cm de tour de poitrine et que je prends 2 cm de tour de taille, c'est qu'il y a beaucoup de gras qui a été passé. Parce que le tour de poitrine est plus gros que le tour de taille. Ce ratio que tu donnes, tu le mets le même pour les hommes et les femmes? Alors moi, j'ai quand même plus l'habitude des hommes, mais je pense que ouais, on peut quand même mettre le même parce que même chez une femme, la taille, c'est quand même là où on va le plus se stocker. Et pour moi, 1 kg de masse prise, 1 cm de tour de taille en plus, c'est bien. On n'aura pas pris trop de masse grasse, en sachant que moi, quand les gens veulent prendre, je dis qu'il faut viser un ratio de 2 tiers de masse maigre pour 1 tiers de masse grasse. Super, c'est très clair, continue. Ensuite, dans notre guide, une fois qu'on a notre objectif, on a notre bilan physique de départ, on va regarder notre environnement de vie. L'environnement de vie, ça va être le temps et l'énergie que je peux consacrer à mon objectif de prise de masse. Si je suis un jeune étudiant qui est en vacances d'été, je peux y aller à fond, je peux manger et dormir entre temps, je ne serai pas fatigué, j'ai 18 ans, je suis plein de bourre. Par contre, si j'ai 40 ans, une vie de famille, des enfants, un boulot peut-être fatigant, je n'aurai pas la même énergie à y consacrer ni le même temps. Et surtout là-dessus, il faut être cohérent, c'est-à-dire que certes, la muscule, c'est une passion qui va nous animer, notre objectif, il peut nous tenir à cœur, mais il faut savoir ce qu'il va falloir avoir à côté comme rythme de vie. Il faut être cohérent, prendre 10 kg de muscle, c'est pas pareil si tu t'entraînes 2 fois par semaine pendant 1 heure à la fin d'une journée que si tu t'entraînes 5 fois par semaine en plein milieu de la journée parce que tu es en vacances. C'est noté. L'environnement de vie. Ensuite, il y aura le passé, avec le passé sportif et nos pathologies. Le passé sportif, moi je trouve que des fois, ça va avoir tendance à nous donner certaines aptitudes sur certains muscles. Quand on les a sollicités durant toute notre jeunesse, et ben moi je trouve que dès qu'on se met à vouloir faire du développement musculaire, on a des facilités. Exemple, tu as fait de l'aviron pendant 10 ans, il y a de fortes chances que tu aies des gros bras et un gros dos. Exact, où tu vas au moins très bien le sentir dès le début. La relation cerveau-muscle, elle sera plus facile quand un muscle a déjà été sollicité. De façon empirique, je dis ça, voilà. Donc, ton passé sportif, aussi, si quelqu'un n'a jamais fait de sport, il sera moins bien coordonné, par exemple. Du coup, ça va être peut-être quelque chose qu'il va falloir plus travailler parce qu'au début, ça sera dur de maîtriser ta barre et ainsi de suite. Et les pathologies, parce que les pathologies vont faire qu'il y a certains exercices qui ne vont pas nous aller. J'ai eu beaucoup de problèmes aux chevilles.
va peut-être falloir que je regagne de la mobilité parce que sinon mes squats ça va être compliqué de pouvoir descendre comme je veux. Si j'ai déjà eu un problème d'épaule suite à un accident, suite à une chute dans un sport ou autre, peut-être que certains exercices vont moins bien m'aller que si je n'avais pas cette problématique. Donc il faut prendre ça en compte parce que tous les exercices ne vont pas à tout le monde. Et pour compléter, la vidéo c'est sur l'hypertrophie, c'est pas sur la prépa physique. Donc là, on n'est pas scotché à des exos obligatoires. Voilà, je veux prendre du muscle, je veux travailler mes pecs, j'ai des dizaines d'exercices qui existent et pour moi, il n'y en a aucun qui est obligatoire parce qu'il n'y en a aucun qui est vraiment supérieur aux autres. Il y a toujours beaucoup d'alternatives, même sur le même exercice. Il y a plein d'angles, un développé couché, à la barre, aux haltères, j'ai mal aux épaules, je me mets un peu plus en décliné, ainsi de suite, sur la machine, etc. etc. Une fois que j'ai fait ça, pathologie, passé sportif, il y a l'anatomorphologie. C'est-à-dire on n'a pas tous le même corps, donc ça va rejoindre un petit peu les pathologies. Il y a certaines choses qui vont aller à certaines personnes et pas à d'autres. Par exemple, est-ce que j'ai des longs membres ou des membres courts? Est-ce que j'ai des insertions musculaires qui sont longues ou courtes? Et en fonction de ça, il y a des exercices qu'il va falloir privilégier ou au contraire surtout éviter. Je te coupe. Ça, c'est compliqué quand même de tous les lister maintenant, c'est pas le but. Ouais. Si ça vous intéresse qu'on refasse des vidéos un peu sur ce thème-là, vous nous le dites dans les commentaires parce qu'on va pas tout lister aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Ok. Donc l'anatomorphologie, ça va être, pour faire simple, tu as des muscles courts, ne les étire pas trop. Tu vas plus facilement te claquer un biceps court qu'un biceps long si tu viens faire du curl pupitre à 45 degrés pendant 10 ans. Et à l'inverse, aussi, ça va rejoindre les muscles qui seront des points forts naturels. Et là, on va rejoindre le point d'après qui est les priorités musculaires qu'on va avoir en fonction de tes points forts, points faibles. Donc, pour faire simple, pour moi, je pars sur les vrais ou les faux points forts et points faibles. J'ai pas de jambes, c'est un point faible. Ouais, mais si tu les as jamais entraînés, alors que ça fait 2 ans que tu fais de la muscule et que tu fais le haut du corps, c'est pas un vrai point faible. C'est juste un manque d'entraînement. Par contre, si tu as tout entraîné les groupes musculaires avec la même fréquence d'entraînement et qu'il y en a qui ont moins bien réagi, peut-être que là, c'est un vrai point faible. Pareil pour les points forts. Moi, mon point fort, c'est les bras. Ouais, mais tu as démarré pendant 6 mois, tu as fait que les bras. Est-ce que c'est juste pas le simple fait qu'ils aient eu plus d'entraînement que le reste? Ouais, c'est important. Et quand on a un vrai point faible, parce que souvent c'est ça qu'il faut regarder, ça va être la cause. Ça peut être, on rejoint le point d'avant, notre anatomorphologie. Ça peut être le manque d'entraînement et en fonction de ça, il va y avoir le choix des stratégies qu'on va appliquer. Par exemple, si j'ai pas une bonne relation cerveau-muscle, parce que dès que je le fais, je sens pas mon muscle, peut-être qu'il va falloir privilégier des méthodes d'entraînement où il y a des séries très longues pour apprendre à connecter, à maîtriser justement son muscle, alors que des fois, il va juste falloir le faire plus souvent si déjà je le sens bien. Mais faire plus souvent quelque chose que je ne sens pas, est-ce que ça va apporter un résultat? Donc dans ce cas-là, j'ai tout intérêt à apprendre à le sentir avant de le faire plus souvent. Ça rejoint un petit peu toujours la qualité avant la quantité et après de la quantité de qualité. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à recruter tes biceps lors du biceps curl. Bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est quand même pas bien dur, mais admettons, mieux vaut apprendre correctement le biceps curl. Quand tu arrives à recruter ton biceps, tu augmentes la quantité de travail de ton biceps plutôt que faire merdiquement ton biceps alors que tu le fais mal. Et surtout, ça va être j'ai pas de bons résultats, il faut que je mette plus lourd. Ouais. Et souvent, la charge, elle va pas nous aider à améliorer ce contrôle moteur et cette sensation. Donc, c'est plutôt vis-à-vis de la charge aussi que ça va compter. Donc, une fois qu'on a mis nos priorités en place, on va voir nos possibilités d'entraînement. Donc, ça va être le nombre de fois où je peux m'entraîner par semaine, le moment où je vais m'entraîner dans la journée et le lieu où je vais m'entraîner. D'expérience avec tous les élèves, les sportifs que j'ai eus, moi je dis aux gens, ne vise pas trop haut. Si tu veux t'entraîner 4 fois par semaine par exemple, et que finalement tu n'en fais que 3, tu seras déçu d'en avoir fait 3. Alors que si tu te dis je vais m'entraîner 3 fois par semaine et que tu fais les 3, dans les 2 cas tu as fait 3 fois, mais si tu as visé 3 et que tu les as fait, tu es satisfait, tu as rempli l'objectif. Mais si tu voulais en faire 4 et que tu n'en as fait que 3, tu vas être déçu et tu vas culpabiliser. Donc, il vaut mieux en viser moins haut
et être satisfait de faire ce qu'on a mis comme objectif plutôt que de viser trop et que ça soit impossible à faire. Donc c'est nos possibilités d'entraînement. Le moment d'entraînement va jouer sur la fatigue qu'on a. J'ai des horaires de bureau, 8h, 18h, j'arrive à la salle à 19h et je suis dans une salle qui est blindée de monde. Je ne pourrais pas faire la même chose et je n'aurai pas la même énergie que quelqu'un qui travaille en horaire décalé, qui travaille l'après-midi et qui va aller s'entraîner le matin avant d'aller au boulot. Il s'est levé, il a déjeuné, il a pris le temps et il va à l'entraînement avant d'attaquer le boulot. Donc ça, c'est les possibilités d'entraînement. Ensuite, il va y avoir la programmation vraiment d'entraînement. Et là, moi, je pense que quand on prend un style d'entraînement, un programme, il faut au moins le mettre sur 2-3 mois. C'est-à-dire qu'il va falloir user le programme, user la méthode pour voir si ça a des résultats. Je te coupe, ça c'est important, hein. Julien, il dit 2-3 mois, ce qui est vraiment long, mais les gars qui changent de méthode tous les 15 jours, c'est niette ça. Bah, tu n'as même pas le temps de savoir si ça… Ben oui. Tu n'as pas le temps d'y laisser fonctionner en fait. Ben non, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors 2-3 mois, c'est une fourchette, je trouve déjà, il faut être patient, mais en tout cas, l'idée c'est changer pas au bout de 2 trainings, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Faut user le programme. Moi, j'aime bien dire faut user le programme. Et il n'y a que quand tu l'as usé, que tu as été jusqu'au bout, que tu vas te dire ce programme sur moi, il a marché ou pas. Voilà. Et donc, dans cette programmation d'entraînement, on va avoir un choix de la méthode qui va être dicté principalement par la fréquence d'entraînement qu'on a de façon hebdomadaire et le nombre de fois où je vais pouvoir faire mes muscles. Si je m'entraîne 2 fois par semaine, et que je veux faire une fois chaque groupe musculaire, je vais devoir faire du full body si je fais le corps dans son entier, vu qu'on parle d'hypertrophie dans l'idée musculation, culture physique. Ensuite, si je m'entraîne à partir de 3 fois par semaine, je vais avoir le choix entre full body où je commence à splitter. Et dans la façon dont je vais splitter, il va y avoir, on va retomber sur les priorités qu'on a. C'est-à-dire que pour moi, les priorités, il faut les faire sur un état de fraîcheur. Est-ce que j'ai des week-ends reposants et je m'entraîne par exemple lundi, mercredi, vendredi? Eh bien, si mon week-end est reposant, le lundi, je serai bien frais, alors que le vendredi, j'aurai toute une semaine dans les pattes et déjà 2 autres entraînements. Ouais. Donc, mes priorités, je les mets quand je suis frais dans ma répartition hebdomadaire et ça sera la même chose après dans la séance. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que finalement, là encore, il n'y a pas d'obligation push, pull, leg ou je ne sais quoi d'autre. On s'en fout. C'est juste quelle est ta faiblesse, quelle est ta priorité et à partir de ça, tu organises tes splits. C'est ça que tu dis? Oui, complètement. Et aussi, quel est le choix de ma méthode? Si je veux faire les muscles 1 fois par semaine et que je m'entraîne 3 fois, push-pull-leg, c'est très bien. Si je veux faire les muscles 2 fois, push-pull-leg, ça ne passera pas. Il va falloir que je fasse un autre split ou alors que je fasse des supersets pour pouvoir faire mon push-pull-leg 2 fois plus vite. Ouais, très intéressant. Et il y a aussi une chose, il y a certaines méthodes d'entraînement qui pour moi ne vont pas souvent si on est avec ou sans partenaire. Ah oui? Prendre 30 secondes de repos, tu es avec un partenaire, tu peux pas. À toi, à moi, une série, ça prendra plus de 30 secondes, le temps de s'asseoir et de la faire. Ouais. Donc, si tu as des repos très courts, ça ne marchera pas. À l'inverse, je ne vais pas faire, par exemple, des méthodes hyper intenses de négatif. Tout seul, tu ne peux pas faire du négatif pur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te remonte la barre pour que tu puisses la retenir à la descente. Bon, là, tu parles des méthodes avancées. Peut-être qu'on n'est pas encore sur ce niveau de… Ouais. Mais c'est bien, ça sera appelé pour une prochaine vidéo. Dans l'idée, si j'ai un partenaire ou pas, ça peut m'offrir des possibilités ou m'en empêcher. Voilà. Et là encore, ça revient à un des tout premiers points, la logistique de départ, quoi. Avec réalisme, tu t'entraînes où, quel matos, avec quel partenaire, et de ça découle tout le reste. Ouais, voilà. Et moi, je pense qu'il vaut mieux viser des choses simples, faciles à mettre en place. Comme ça, on a plaisir à les faire et c'est pas compliqué de mettre en place ces setups, de s'entraîner, ça correspond, etc. Après, il y a dernier point. Je demande moi souvent, c'est une liste des exercices. Ouais. En sachant qu'il y a 3 catégories pour chaque groupe musculaire d'exercices. Ça va être les très efficaces, les efficaces et les peu efficaces. Parce qu'on a tout intérêt à utiliser des exercices qui nous sont très efficaces, c'est-à-dire que je sens bien mon muscle travailler, je sens que c'est la bonne zone, que j'ai pas de problème ostéo-articulaire dessus, que je me sens à l'aise. Du coup, je vais avoir du plaisir et je vais performer. À l'inverse, un exercice peu efficace, pourquoi le faire? Si je fais du développé couché, que pour moi c'est peu efficace, ça ne sert à rien. Peu efficace, pourquoi? Parce que peut-être j'ai un problème d'épaule d'une pathologie précédente, du coup ça va m'empêcher certains exercices. Peut-être c'est simplement mon anatomorphologie justement
qui fait que je suis avantagé sur certains exercices et désavantagé sur d'autres. Ouais. Voilà. Après, on va rentrer dans le corps de la séance. Là, on a plus parlé de nos objectifs, notre corps, nos priorités, le programme qu'on va mettre en place. Et là, comment je vais construire ma séance et ma semaine. Une fois que j'ai choisi mon split, je vais revenir sur le point de la priorité sur l'état de fraîcheur. Ouais. Voilà. Donc, si je cumule les séances et que cela me fatigue ou que plus j'avance dans la semaine, plus je suis fatigué, on met nos priorités quand on est bien frais. Et ça va être pareil quand je fais ma séance. Si j'ai une priorité bras, je ne vais pas faire un push-pull leg où les bras ils sont faits après les pecs, après le dos, en ayant déjà fatigué le groupe musculaire. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça relaye l'ego loin derrière, quoi. Parce que tu te balades en salle de muscu, le lundi après le week-end, tout le monde fait les pecs. Tous les mecs font les pecs, alors que c'est loin d'être le point faible de tous les mecs. Mais tous les mecs veulent des gros pecs. Va savoir. Et puis à la limite, ça va rejoindre la praticité. Tout le monde fait les pecs ce jour-là, fais les jambes. Comme ça, tu pourras utiliser la cage à squat tranquille. Et en plus, il y a de fortes chances que ce soit ton point faible, les jambes, par rapport aux pecs, si on prend ça sur tous les musculeux du monde. Ce qui manque, c'est plutôt des cannes que des pecs, puisque tout le monde fait des pecs. Parce qu'en général, quand on démarre, on regarde. Quand je suis dans ma salle de bain et que je me regarde dans le miroir, je vois jamais mes jambes. Je vois mes pecs et mes biceps. Donc les gens font pecs biceps. Donc c'est important, on rigole, mais l'ego, c'est un jeu de construction, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'espère que vous avez compris la blague. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris. Mais elle était bonne. Ouais, merci. Et tout ça pour dire qu'on s'en fout de ses points forts. Je veux dire, si on construit un corps à visée esthétique, on ne veut pas des encore plus gros pecs et des toutes petites cannes. On veut une harmonie. Après, vous avez le droit d'avoir des toutes petites cannes, mais il faut l'assumer, quoi. Consciemment. Ouais, ça rejoint les objectifs de départ. Voilà. Si je veux être en sweat, avoir l'air d'un bœuf, gros pec, gros trapèze, c'est très bien. J'ai du bide et pas de jambes, on s'en fout. Mais si je veux avoir un corps harmonieux, avoir une ligne, ça va me demander de peut-être passer moins de temps sur mes points forts et plus de temps sur les points que je veux rattraper. Parce que justement, nos possibilités d'entraînement, c'est fermé. Si je peux consacrer 4 fois 1 heure à m'entraîner, il y a un moment, il va falloir enlever du temps sur certains muscles pour en avoir plus sur d'autres. On ne peut pas faire que rajouter. Donc par exemple, si je pars d'un principe de base en musculation que moi j'aime bien appliquer, c'est 10 x 10. J'ai besoin de 10 séries de 10 par groupe musculaire et par semaine. Alors bien sûr, 10 x 10, ça peut être entre 8 et 12 reps ou un peu plus ou un peu moins. Mais là, c'est pour vous donner le schéma. Donc si je pars sur un 10 x 10, si j'ai 10 séries à faire pour mes pecs, je peux faire 10 séries de développé couché. Je prends 2 minutes de pause. Si je fais ça, ça va me prendre à peu près 40 minutes. Si je fais 4 séries de 10 par muscle avec 2 minutes de pause, ça me prend à peu près 10 minutes pour faire un exercice. Donc 40 minutes, 20 minutes. Alors, séries. Je vais m'expliquer différemment. C'est si je fais 4 séries de 10 par muscle avec 2 minutes de repos, en 1 heure, je peux faire 5 à 6 exercices. Voilà. Reprenez la deuxième partie. 4 x 10, 2 minutes de récup, ça me prend 10 minutes grosso modo. Donc en 60 minutes d'entraînement, on ne parle pas de d'échauffement ni du retour au calme, j'ai 60 minutes de corps de séance, je peux faire 6 exercices. Donc, si j'ai besoin d'en faire plus pour un muscle, il va falloir peut-être que j'en fasse moins pour mon point fort. Si je pars sur un 10 x 10, l'exemple de base que j'aime bien donner, c'est souvent on fait 3 exercices. Je fais du développé couché à la barre, je fais 4 x 10. Donc j'ai fait 4 séries. Il me reste 6 séries à faire pour atteindre les 10. Je vais par exemple me faire 3 séries de 10 sur une convergente pour les pecs. Et derrière, je ferai 3 séries de mouvements d'écarté, soit au câble, soit aux haltères, soit au pec deck. Et j'aurais fait 10 séries de 10. Et là, le ratio qu'on pourrait donner, mouvements globaux, mouvements polyarticulaires versus mouvements analytiques, mouvements monoarticulaires? Pour moi, c'est plus nos exercices qui vont être efficaces, peu efficaces. Après, plutôt que l'histoire des globaux et des... parce qu'après, c'est pareil, un mouvement global, il va aussi engendrer plus de fatigue générale, nerveuse. Et au bout d'un moment, est-ce que je vais encore continuer à performer? Moi, je pense qu'on pense trop exercices globaux et pas assez isolation, mais après c'est pareil. Le développé couché à la barre, c'est polyarticulaire. Mais si je suis sur une convergente, c'est polyarticulaire pareil en vérité. Donc en fait, qu'est-ce que l'isolation à part mon pec deck et en plus bras pliés, parce que sinon j'ai encore une tension sur le biceps, sur le coude et tout. Mais moi, dans mon approche à moi,
on va dire c'est un tiers polyarticulaire, 2 tiers de monoarticulaire, enfin d'isolation, on va dire. D'accord. Donc j'ai mon 10 x 10, je peux faire, mais je peux pas faire plus, il y a un moment dans mon heure. Donc il va falloir des fois faire moins que 10 séries. Par exemple, j'ai un point fort bras et je fais pec, triceps, dos, biceps, et ben peut-être je peux, au lieu de faire 10 x 10 pour les pecs, je peux rajouter un exercice de 4 x 10 qui m'emmènera à 14 séries. Et pour les triceps, au lieu d'avoir 10 séries, j'en aurai plus que 6. D'accord. Vraiment les vases communicants, quoi. Bah ouais, parce qu'il y a un moment. Oui, les journées font 24 heures. Ouais. Et l'entraînement, s'il fait qu'une heure, il fait qu'une heure, quoi. Bah oui. Et puis il fera 1 heure pour la majorité des gens. Hein. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Hein, si tu peux aller 4 fois à la salle, 1 heure par semaine, On en revient à la question suivante que posent souvent les débutants. Combien il faut faire de séances par semaine pour que ça vaille le coup? Bah moi, je leur dis, plus t'en fais, mieux c'est. C'est simple. Si tu Ouais, peux y aller 2 fois par jour, c'est l'idéal. Hein, mais... Et tu manges, tu fais une sieste, t'es un sportif pro, c'est nickel. Bah hein. oui, mais bon, dans la vraie vie. Bah dans la vraie vie, c'est tes possibilités. Bah oui. Si tu fais 1 fois par semaine, je pense que ça peut être bon pour ta santé, mais ce sera plus dur d'avoir une hypertrophie. 2 fois par semaine, on pourra commencer à faire tout le corps ou à doubler les muscles avec un full body. Et 3 fois par semaine. 3 fois, je pense que c'est le carrefour quand même. Ouais, ça accélère quand même à 3 fois. Ouais, et puis tu as plus de possibilités dans ton split que tu vas choisir. Dans tes routines, ouais. Voilà. Mais plus t'en fais, mieux c'est. Ouais. Tant que tu es capable de récupérer de ça. Ouais. Et que ta femme se barre pas, ton boulot, tu te mets pas au chômage. Ouais, voilà. Il faut un équilibre parce que Ça. c'est l'équilibre qui va faire qu'on va durer dans le temps. Et pour moi, c'est un sport d'endurance, l'hypertrophie, la musculation. C'est avec le temps qu'on a vraiment les résultats. Qu'est-ce qui nous manque? J'ai choisi mes priorités, j'ai réparti un petit peu mon volume en n'hésitant pas à enlever du volume sur mes points forts pour avoir plus de temps et d'énergie sur mes points faibles. Ça, on l'a Après, je vais rejoindre encore le matériel à disposition. Ouais. Il y a la praticité et l'efficacité. Je veux faire du squat, c'est un mouvement qui me va bien, qui m'est efficace. Si j'ai qu'une cage à squat et que je suis dans une grande salle, je ne vais pas faire la queue un quart d'heure pour aller faire mes séries de squat. Donc la praticité, ça peut être par exemple, est-ce que c'est tout le temps utilisé ou est-ce que c'est disponible? Des fois, je pense qu'il vaut mieux faire un exercice qui, entre guillemets, est moins parfait, mais disponible et facile à faire, que l'exercice parfait où on galère pour le faire. La simplicité d'exécution. Et surtout la capacité à pouvoir le reproduire sans te casser la tête, quoi. Si tu as un programme d'entraînement, il faut le suivre. Et si tu es obligé de changer l'ordre des exercices parce que c'est tout le temps pris et tout ça, bah, tu n'as plus vraiment de structure de programme. Et mettre l'exercice avant ou après, ça peut avoir un impact. Et il y a aussi l'efficacité. Moi, je ne suis pas dans l'opposition poids libre machine. Je pense que tous ont leurs avantages et inconvénients, mais une bonne machine, quand elle est bien, elle t'apporte souvent un plus dans la courbe de résistance par rapport à des poids libres. Souvent, pas toujours. Et typiquement, ma développée convergente pour les pecs va m'apporter un plus par rapport aux haltères ou à la barre. Ouais, mais si tu as une convergente pour les pecs qui est naze, et je pense à certaines marques que je ne vais pas citer, qu'on retrouve souvent dans certaines chaînes. Commence par Techno qui finit par Gym? Non, ça va encore. Ah bon? Ça commence par mal et ça finit par Trix. Non, mais maintenant. On est marrant quand même, je trouve. Hein. On est pas mal. Hein. On est drôle. Hein. Non, mais ils ont plusieurs gammes en plus. Ouais, on est mauvaise langue. Et de toute façon, il n'y a pas une marque qui a que les meilleures machines. Il y a Atlantis au Québec. Ouais, il y en a qui en ont plus des bonnes, mais il n'y a aucune marque où tu te dis si je veux la meilleure rowing pour le dos, si je veux la meilleure convergente pour les pecs, je vais tout prendre chez la même marque. Donc pour moi, c'est. Une bonne machine t'apportera un plus, une mauvaise machine t'apportera un moins. Si elle est mal faite, si elle ne s'adapte pas bien à ton gabarit. Donc, le matériel disponible, ça ne va pas juste être « j'ai vu dans un programme que c'est bien de faire telle machine ». Si la machine dans ta salle, elle est naze, elle ne te va pas, même en réglant tout ce que tu peux, ne la fais pas. Qu'est-ce qui nous manque? Après, il faut penser à s'échauffer, à faire un retour au calme. Mais si je veux synthétiser, dans ma séance, je choisis le volume d'entraînement, le nombre d'exercices, le volume d'entraînement. 10 séries, moins si c'est un point fort, plus peut-être si c'est un point faible, si je veux passer plus de temps dessus. Ensuite, je vais choisir ma répartition. 10 séries, je peux faire 10 x 10 sur un seul exercice, tout comme je peux faire 3 exercices, 4 exercices et ça va me couper en plusieurs séries. Est-ce que tu as besoin d'attaquer ton muscle sous plusieurs angles? Est-ce que tu aimes bien la monotonie? Tu n'aimes pas? Quels sont le nombre d'exercices qui te sont efficaces? Et ainsi de suite. Pour les fourchettes de répétition, donc toi tu disais 10,
C'est pour tournes parler. Moi, je vais dire, moi, je fais entre 2 et 12-15. Ça évolue au fil de ma pratique. Quand j'étais jeune, je faisais des séries plus longues avec des repos courts et je faisais beaucoup de choses. Et maintenant, j'aime pas faire des séries longues. Ouais, mais pour les gens qui nous écoutent, en fait, tant que tu sens bien ton muscle, mets plus lourd. pour toi, la congestion musculaire pendant la séance, c'est un bon indicateur? Non, si je fais de la force, c'est pas le seul indicateur. Non, mais là, on est en hypertrophie. Ouais, mais moi, je mélange tout dedans. Mais non, c'est plus la sensation. Parce que bien sûr, je pense que plus tu vas mettre lourd, moins tu auras de congestion. Mais si je veux une grosse congestion, je mets un poids de 5 kg au biceps curl et je fais une série de 100, je vais avoir une grosse congestion. Mais est-ce que ça m'apportera beaucoup d'hypertrophie? Je te pose la question. C'est toi le héros du jour? Non, pour moi, soyez votre héros. Voilà. Non, pour moi, la congestion, c'est quand même un indicateur que je sollicite bien la zone ciblée, mais je ne la recherche pas forcément. Est-ce que tu partages mon avis? Je trouve que les muscles qui répondent jamais à la congestion sont quasiment tout le temps des muscles faibles, des points faibles. Ouais, je suis d'accord. Alors, on ne sait pas la relation de cause à effet, mais moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est ça. Dès que tu t'ouvres une porte, tu congestionnes des pecs, il y a des chances que ça soit un point fort, tes pecs. Ouais. Et alors que des fois, tu as beau faire tes cannes avec tous les exos du monde, tu n'arrives jamais à congestionner des quadriceps, bah, c'est souvent un point faible. Je suis complètement d'accord et je pense que ça va rejoindre le fait que peut-être dans ce cas-là, c'est un manque de relation cerveau-muscle, c'est un manque de contrôle moteur, d'aller chercher les fibres difficilement excitables et ainsi de suite. Et peut-être que dans ce cas-là, la conséquence, c'est une mauvaise congestion. Ouais, et du coup, il ne faudra pas chercher à me faire plus lourd ou en faire plus, il faudra chercher à améliorer cette sensation, cette congestion. Et du coup, par exemple, peut-être ça sera mettre moins lourd et plus s'appliquer dans ton mouvement, à mettre certains tempos, à avoir une tension en continu. Moi, je vois souvent le truc, c'est les gens veulent trop mettre la charge en priorité. Mais moi, comme je dis, on est là pour faire de l'hypertrophie. J'utilise une charge parce que c'est le moyen d'hypertrophier, mais ce n'est pas ma finalité. Non, le poids, c'est un moyen, c'est pas une fin. Ouais. C'est une fin en powerlifting. Complètement. Mais en hypertrophie, la démarche est vraiment, vraiment quasi inversée, quoi. Alors, il s'avère quand tu es énorme, tu fais pas fort. 70 kilos au coucher. Ouais, voilà. Mais tu es souvent moins fort que tu en as l'air. Et à contrario, des powerlifters peuvent être bien plus forts qu'ils en ont l'air en termes de volume. Ah bah ouais, tu prends... Mais bon, là, on va trop loin. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On cause, mais là... non, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour un petit peu des points principaux. Je pense qu'il faut essayer d'appliquer vraiment une logique, de construire son programme, de se fixer une programmation et de s'y tenir. En étant cohérent avec soi-même. Le mot de la fin. Vraiment, Julien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Une vidéo qui dure une trentaine de minutes. Vraiment, c'est inestimable pour les gens qui nous écoutent. Si on veut aller plus loin, comment on te retrouve? Alors moi, j'ai mon Instagram, Messon-du-6 Julien. J'ai un site internet, jmcoaching.fr. Et voilà. Ben, merci Julien. C'est moi. Merci Olivier.